Salut cette note. Chers amis, bonjour, bonsoir, si vous prenez l'émission en rediffusion. J'espère que vous avez passé de bons moments avec ce qu'on vous a proposé dernièrement, avec nos frères de Kanaki. J'espère que vous êtes restés branchés et curieux de l'évolution de ce qui se passe en Kanaki. Vous avez vu que voilà, les politiques ont décidé, en tout cas l'un d'eux a décidé de l'indépendance de son pays. Son pays, pas son île, pas son pays. Et donc, probablement que les violences vont redoubler parce que l'État, je ne vous apprends rien, ne va pas laisser lui enlever ce morceau de gâteau si précieux, si important avec son nickel et ses populations à caser, parce que c'est vrai qu'ils sont chassés quand même dans beaucoup d'endroits, de beaucoup d'endroits du monde, et que nos pays font partie des terres recolonisables, puisque ils ne nous voient pas, nous sommes invisibles. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils nous poussent dans le canal ou dans les canaux, et puis nous sommes là à regarder, parce que nous n'avons pas de rempart qui serait politique, etc., etc. Donc, prends affaires autres en main, et puis défends cause autres. C'est comme ça que le petit peuple a toujours fait, n'est-ce pas? Et pour nos amis qui nous écoutent et qui ne sont pas martinicanophones, ou haïtianophones, ou guadeloupéanophones, eh bien, nous qu'à dire, prenez vos affaires en main et puis protégez-vous, défendez-vous, gardez vos terres, ne les dilapidez pas au nom du fait qu'on vous donne 10 000 euros de plus pour que vous larguez ce que vous avez, parce qu'une fois qu'on a en main, qu'on a pris ce que vous avez, eh bien, on le garde pour soi et on le redistribue entre soi, dans l'entre-soi qui nous exclut. Donc, faites bien attention à ce que vous faites, parce que désormais, les peuples de notre espèce n'ont qu'eux-mêmes pour se protéger. Et puis, je sais qu'on est assez doué dans ça, hein. Il y a longtemps qu'on se protège. Mais bon, ça ne suffit pas sans un projet, sans une direction. Donc, aujourd'hui, je suis contente de vous recevoir, d'être à nouveau parmi vous et de vous proposer une réflexion qui va nous faire aller un petit peu plus loin dans, pas dans tout le bois qu'il y a dans notre société, et ça part dans tous les sens. On a un petit peu quand même mal à la tête parce qu'on ne voit pas où on va, mais tout le monde veut parler, tout le monde veut être médiatisé, tout le monde veut être au devant de la scène ou dans le mi-temps de la scène, et ça ne suffit pas de vouloir, il faut avoir un projet, il faut savoir aussi arrêter de grignoter les miettes du système pour avoir le sentiment qu'on fait quelque chose. Non, on a à développer un véritable projet avec eh bien, nos potentiels, qui ne sont pas seulement danser, envoyer notre montagne pelée à l'UNESCO, et puis notre Belay aussi, quoi. Un machin Vienec dont personne ne voulait, tout d'un coup, il y a qu'à envoyer à l'UNESCO. Bon, j'espère que ça nous portera bonheur, puisque les retombées financières, il n'y en a pas. Donc je me demande pourquoi on se bat aussi inutilement sur des choses aussi futiles. Mais en tout cas, ne dilapidez pas notre Belay et notre montagne pelée, parce que c'est ce qui nous reste, quoi. Bon, alors, on vous parlera aujourd'hui d'écologie. Écologie, parce que c'est avec un spécialiste, hein, un professeur qui vous dira des choses importantes à bien écouter. Parce que vous partez comme des petites fourmis folles dans tous les sens pour faire, soi-disant, de l'écologie, et on est en train vraiment de nous faire courir, justement, sans but, avec le sentiment qu'on fait. On va ramasser les machins, là, les vieilles bouteilles sur la plage, et on fait de l'écologie. Et ceux qui polluent nos plages ne sont pas les petits qui sont de l'autre côté, ce sont ceux-là qui ont envahi toutes nos mers, toutes nos baies, avec leurs catamarans et leurs bateaux de croisière, et bateaux contre lesquels nos mers, nos responsables politiques ne nous protègent pas. Aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle est allée à Sainte-Anne et qu'elle se baignait dans de l'eau de caca. Il faut que vous compreniez ce que ça veut dire, non? Les gens n'ont pas le droit de venir amarrer si près de la plage. Déjà que les hôteliers ou les restaurateurs ont envahi nos plages avec leurs chaises longues et leurs touristes, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on protège? C'est de l'écologie, ça, non?
Alors, on va voir un petit peu les dégâts que cette fameuse écologie fait chez nous, mais pas seulement. C'est quoi d'abord? Comment définir ce principe qui est aujourd'hui complètement, qui envahit nos vies et qui nous empêche de voir justement derrière l'écran des beaux discours de protection de la nature, de tout ce que vous savez, vous l'entendez dans vos radios. Il y a un tas de choses dont vos radios, vos télés ne vous parlent pas, mais on vous parle beaucoup de protéger la nature. Surtout quand les personnes qui vont ramasser les vieilles bouteilles, les vieilles canettes ne sont pas tout à fait du dedans, de l'intérieur. Et ceux qui le font ne sont pas trop montrés. C'est comme ça qu'on fait du tri sélectif aussi dans nos médias. Donc, bonjour Suzy. Nous allons, on rigole, mais c'est parce que le sujet est très grave. Voilà, Suzy, bonjour, bonsoir. Bel bonjour Smeralda, content d'y être là, content les autres. Alors, voilà, tu vas nous parler de quoi? Ah ben, vous parlez de quoi? Je suis très content d'être là, d'être avec Philippe. Ah oui, d'être avec Philippe, et par rapport au thème qui est l'écologie, beaucoup de questions et de choses à formuler par rapport à notre situation en Martinique. D'accord, donc oui. un débat qui se promet d'être animé. Bonsoir Monsieur Philippe. Bon. Joseph, votre nom c'est Joseph. Bien sûr, donc bonsoir et bonsoir à ceux qui nous écoutent. Et naturellement, l'écologie est un thème central de tout développement de société, mais il faut approcher ça avec intelligence et bien sûr et avec beaucoup de précision pour que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont gargarisés et finalement qui sont vides de sens dans l'action qui est menée. Mais bon, je pense que dans cette émission, on va quand même pouvoir défricher le terrain et mettre en lumière les grands principes de ce qu'on appelle les écologies. D'accord. Donc, qui sont des approches un peu diversifiées en fonction des compartiments de la société et qui, à certains égards, peut aussi être des forces d'action qui oppressent les populations et qui oppressent aussi la nature. Voilà en gros des choses. Donc, pas d'écologie au singulier, mais les écologies. Au pluriel, vous avez bien compris. Les écologies. Donc c'est au pluriel, ça veut dire que ouvrez vos oreilles pour bien écouter. Avant, donc on va remercier Zouk TV, j'oublie souvent, je suis vraiment désolée, j'ai toujours un peu honte. J'ai dit ça pour Manuela, chaque fois que je me promets de remercier Zouk TV, de nous prêter sa télé, son plateau et de nous permettre de nous rencontrer quand nous avons proposé des débats. On ne dit pas que tout ce qu'on vous propose vous intéresse, mais en tout cas, on fait l'effort d'amener en discussion ou en débat des choses dont on entend peu débattre dans notre société. Et à l'avenir, là, il y a vraiment des sujets très chauds. On va essayer de vous brancher, si on veut. Alors, avant, donc, je veux remercier Zouk et puis mes invités aussi, à tous ceux qui viennent et qui reviennent, etc. Et puis, vous présenter, Manuela va nous présenter juste une petite vidéo de la boutique Wéré à Saint-Joseph, dont je vous ai souvent parlé, qui nous propose de jolies choses. Voilà, je remercie donc Monsieur Clapopo qui m'a envoyé cette petite vidéo. Je ne lui ai pas dit que j'allais la passer, mais je l'ai trouvée jolie parce qu'il s'agit de livres. Il s'agit aussi d'intéresser nos gens à une littérature plus ciblée qui nous parle de nous et surtout qui vont un peu déformater les petites têtes de nos enfants. Je ne sais plus où sont nos petits martiniquais. Je n'entends plus d'accent martiniquais. Nos enfants parlent comme des petits Français. Pardon pour les petits Français qui nous écoutent. Mais avant, on avait, dit-on, un parler plat. Pourquoi est-ce qu'on en a honte? Et pourquoi nos enfants l'ont perdu? Et je crois que beaucoup d'adultes aussi ont fait l'effort de le perdre quand ils ne s'étranglent pas à essayer de broder
c'est très important que nous gardions nos choses, notre façon de parler et nos postures. C'est ce qui fait que nous sommes différents des autres, sans nous exclure du monde, enfin, quand même. Donc, il y a beaucoup de choses dans la boutique Ouéré qui sont pour les enfants, pour les adultes, pour nous instruire aussi de notre histoire que nous connaissons si mal. Parce que je voulais poser la question à monsieur Philippe Joseph, au professeur Philippe Joseph, qui peut nous informer, nous apporter des éléments sur cette sorte d'écologie-là. J'ai vu que depuis quelque temps, la Martinique est totalement amérindienne. Ils sont ressuscités de leur tombe. On en a partout. Il y a des historiens, des écrivains, des gens du commun. Tout le monde a remis l'amérindianité sur le tapis. La négritude, l'africanité, c'est des choses qu'on vit au quotidien avec. C'est trop près. C'est trop près. Ça nous ressemble de trop. On aime le lointain, l'universel. C'est quoi exactement? Alors, pour répondre à cette question, il faut quand même revenir sur quelques principes. Oui. La majorité des populations mondiales, ce sont ce qu'on appelle les écotypes. Les écotypes, ce sont des populations qui se sont adaptées aux conditions de milieu, puisque ce sont des gens qui ont migré d'Afrique. Hein. On sait parfaitement qu'actuellement, c'est un groupe environ 10 000 personnes qui ont quitté le Rif, la zone africaine, l'origine de l'humanité. Je parle de la période des Homo sapiens, hein, parce qu'il y a eu plusieurs vagues d'hominidés venues d'Afrique et que ces personnes-là ont migré dans l'ensemble de la planète. Hein. On ne va pas refaire l'histoire, c'est très compliqué à expliquer, mais en tous les cas, les territoires géographiques sont différents du point de vue des facteurs écologiques. Il y a eu des adaptations, mais ce sont des Homo sapiens. Donc des adaptations, et les Amérindiens sont aussi des écotypes, hein, naturellement venus d'Asie, qui ont occupé l'ensemble du continent américain, nord et sud. Et après, ils ont migré dans les Antilles, hein, par vagues successives. Là aussi, c'est très... Il faudrait beaucoup de temps pour expliquer tout ça, mais en tous les cas, il est évident qu'à la Martinique, se sont rencontrés des peuples. Ces peuples se sont rencontrés et naturellement, il y a eu un brassage. Mais il ne faut pas confondre le brassage génétique, brassage culturel et dominance culturelle. Ça, faut pas. Et je suis un peu choqué de voir que tout le monde est amérindien. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent d'être amérindiens. C'est vrai que lorsqu'on fait une analyse du génotype, enfin de l'ensemble des gènes des Martiniquais comme des Guadeloupéens, comme des gens de la Caraïbe, il y a toute une série on retrouve des gènes venant de populations diverses, y compris amérindiennes. Mais ça ne spécifie pas le fait que les gens soient des Amérindiens. Ce qui est clair dans la culture actuelle martiniquaise, c'est que l'élément le plus important, c'est bien sûr les aspects venant d'Afrique. Ça, c'est très clair. Donc, il y a naturellement ce qu'on peut voir du point de vue génétique, mais ce qu'il faut regarder, c'est le syncrétisme génétique n'est pas nécessairement le syncrétisme culturel. Donc ça, il faut que les gens soient clairs sur cela. Naturellement, il y a des gens qui dans des situations de pression, dans des situations d'apartheid, naturellement, on va se réfugier quelque part. Oui, mais puis s'identifier à celui qui donne un statut supérieur. Il faut dire aussi que pendant longtemps, on avait ignoré, l'Europe avait caché ce qui était bien sûr la civilisation africaine, qui n'est pas seulement l'Égypte, mais c'est aussi beaucoup de grandes civilisations africaines se sont développées. Et maintenant, les données vérifiées scientifiquement sortent, et effectivement, il y a de plus en plus un engouement pour cette africanité qui a toujours existé en Martinique. Oui, mais pourquoi aujourd'hui? Césaire l'a dit, d'autres personnes l'ont dit, Frantz Fanon l'a dit, etc. Beaucoup de gens l'ont dit. Mais comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, là, je parle au mois de juin, juillet, 2024. Autant de... Bon, vous savez, les télés relaient beaucoup ces documents. Mais pourquoi, J'ai une petite idée dans la stratégie, je dirais, de l'État français. De nous éclater.
Bien sûr, parce que être ensemble autour de l'africanité, ça peut poser problème. Mais être autant d'identités que de peuples qui se sont mélangés entre guillemets, ça aussi, ça crée des fractures qui sont nécessaires à l'oppression. Donc il y a et là effectivement, il y a une façon de penser cet écosystème humain par les oppresseurs, c'est-à-dire d'essayer de ne pas permettre aux gens de se retrouver dans leur propre trajectoire civilisationnelle. Ça, c'est très important. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. Moi, je crois que donc, je ne suis pas étonné que des gens se revendiquent d'être amérindiens. Ils ont créé des associations. Ils font il y a même des jeux amérindiens. Des cariscos. Pourquoi pas? Financés par qui je n'ai pas prononcé le nom, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faudrait aussi tous les jeux, toutes les activités, tous les savoir-faire de tous les peuples. De tous les peuples, c'est ce que je pose comme question. On avait quand même une population qui apportait beaucoup de choses dans la passion. Dans le Canari. Oui, dans le Canari antillais, comme on dit. Ben ce sont les gens qui sont venus d'Inde. Ils ont porté beaucoup de choses. Ils ont porté beaucoup de plantes utilisées actuellement dans la soi-disant pharmacopée antillaise. On pourrait développer ça une autre fois, etc. Donc il y a les Africains aussi ont porté beaucoup de choses à travers, bien sûr, la traite des Noirs. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, on touche à quelque chose, puisqu'on parle d'écologie. Donc, ce sont des écotypes. Le monde, c'est un ensemble d'écotypes, de types écologiques humains, qui se sont mélangés ça et là en fonction des régions. Mais ce qu'il faut savoir aussi, le principe fondamental de l'écologie, c'est l'écologie étudie les relations entre les êtres vivants et leur milieu, et les relations entre les êtres vivants eux-mêmes. Où sont ces êtres vivants en Martinique? Il y a une ethnie amérindienne? Non, mais les êtres vivants, non, ça veut dire que nous fonctionnons sur la base de croyances que le sang à lui tout seul est une ethnie, quoi. C'est ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand je parle d'êtres vivants, c'est tous les êtres vivants, y compris Homo sapiens. Et le problème qu'il y a, c'est que derrière ça, donc cette écologie biologique a permis la mise en place d'autres écologies, notamment on a mis en place les modalités d'utiliser des ressources écologiques, et là on tombe dans l'écologie économique, mais il y a un principe fondamental de toutes les écologies, c'est les relations équilibrées entre nature et société. Fondamental. Alors donc, beaucoup de gens parlent de pratiques politique écologique, c'est pas de l'écologie, c'est de l'écologisme. C'est des pratiques qui sont le plus souvent dans des stratégies de domination ou autres. Mais l'écologie humaine, c'est-à-dire c'est l'écologie biologique au sein de laquelle on a introduit l'homme comme élément important. L'écologie économique, c'est on a introduit les processus d'échange et économique. Et il y a les lois, l'ensemble des lois et des perceptions des dirigeants, et ça c'est l'écologie politique. C'est-à-dire la logique serait comment mettons en place les conditions pour qu'il y ait des relations entre nature et société. Alors, je serais quelqu'un qui me ferait la démonstration qu'aujourd'hui, notamment aux Antilles, il y a des politiques qui participent à cet équilibre. Je serais très intéressé à savoir. Parce que le reste, c'est quoi? Lorsqu'on met des aires protégées, soi-disant protège la biodiversité, lorsqu'on interdit certaines zones parce que justement ces zones sont polluées, etc., le problème, c'est qu'on intervient le plus souvent, quand on regarde la position française au regard de la biodiversité martiniquaise, on voit vraiment que c'est une affaire de domination. Parce que tous les services qui gèrent ces affaires-là ici sont entre les mains des Français. Mais non. Voilà, non, mais c'est important. Mais c'est parce que c'est important qu'on va consacrer un temps précis à cette question-là. Mais je voyais dans la question de l'amérindianité de la Martinique, parce que
il y a une construction ad hoc qui est récente et qui est politique parce que quand on a commencé à poser la question de l'extermination des Caraïbes, on parlait, c'est l'expression qu'on a dans beaucoup d'ouvrages, on envisageait d'exiger des réparations à côté du peuple africain ou de tous nos afro-descendants, d'exiger de la France des réparations. Or, j'ai observé que les Amérindiens ont ressuscité. Donc, ils n'ont pas exterminé. Donc, le sang est en train d'être à lui tout seul un puissant levier de manipulation des identités. C'est plus la négritude de Césaire, c'est tout d'un coup autre chose. La question c'est, pour aller aussi dans on va dire, une réflexion plus politique, on sait d'où sont partis toutes ces ramifications, ces re-questionnements, parce que j'ai entendu une jeune femme me dire, il n'y a pas longtemps, mes amis pensent que le sang Kalinago va nous régénérer et nous donner la force de lutter contre... donc on n'est pas seulement dans du biologisme, on est dans une idéologie substantialiste comme ça ne l'a jamais été. Oui. Je veux dire, aucune raison, aucun raisonnement ne retient notre peuple dans ces sortes de dérives. Mais politiquement... Voilà, la question est posée, je ne dis pas qu'on va apporter des réponses là aujourd'hui, mais c'est très important que nos gens se mettent à réfléchir sérieusement sur cette question-là. On va où avec ça? Cette substantialité ou ce essentialisme, ce biologisme que les sciences humaines ont passé leur temps à déconstruire parce que c'est dangereux. Ce qui fait une société, c'est ce que disait le professeur Joseph, ce qui fait une société, c'est le rapport entre la nature, l'environnement et l'humain. Mais l'humain qui vit dans quel environnement et qui va ressusciter quel sang pour se donner de l'importance parce que nous sommes travaillés au corps pour refuser l'Afrique, refuser l'africanité, surtout que la France, en ce moment, a beaucoup de problèmes avec son Afrique. Et que ceux qui ont fait venir les Africains, chefs d'État, ici, pour justement nous dire à notre nez, à notre barbe, que ce sont des Africains qui nous ont vendus, donc, etc. On voit actuellement, ce personnage est en grande difficulté sur son continent parce qu'il est démasqué. Il est démasqué. Mais est-ce que nos gens vont essayer de s'ouvrir, d'analyser la venue de personnes comme ça, utilisées, instrumentalisées, peut-être un peu comme le tour d'Éole? Est-ce qu'on va un jour devenir un peu raisonnable pour créer un projet de société et vivre dans un environnement, j'allais dire rationalisé, mais c'est pas tout à fait rationnel. Rationalisé au sens de notre propre développement. De notre propre projet, oui. Projet de développement, en tous les cas, initié par nous. Voilà. Alors, il y a plusieurs problèmes dans ce que vous dites. Hein, c'est très intéressant, hein, l'analyse. C'est qu'en réalité, on a un problème d'identité fracturée. Parce que ce que l'on voit, ce que l'on danse, ce que l'on lit, ce que l'on mange, c'est quand même, ça a une connotation qui ne soit pas totalement, qui ne soit pas à 100% amérindienne. Lorsqu'on danse le belay, c'est pas amérindien. On l'envoie à l'UNESCO, c'est pas... Lorsqu'on danse le zouk et autre chose, et toutes les danses qui sont quand même dérivées d'Afrique, même s'il y a quelques mélanges européens, je vais parler de la valse, etc., tout ça. En tous les cas, là, ce qui est vécu, tous les jours, à chaque minute... C'est ça, c'est ce que je demande. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, notamment chez les pêcheurs, dans la façon de cuisiner, quelques traditions liées au fait que ces peuples-là se sont rencontrés. Mais je suis désolé, l'histoire a pris quand même une direction avec une tonalité très importante. Et la démographie a joué un grand rôle dans ça. Bien sûr. Donc, moi, je suis très optimiste par rapport à ce qui va se passer. Et ces genres et d'ailleurs l'histoire des soi-disant de la remise
sortir les Amérindiens de leur mausolée, je dirais, pas historique, mais historial. C'est d'ailleurs fait par un archéologue métropolitain qui est à la fac, hein, qui est avec un dentiste. C'est pour ça que je dis voilà, que c'est pas un anodin. dentiste qui s'est révélé historien, je ne sais pas, archéologue, mais en tous les cas, c'est pas anodin. Parce que justement, ce que y compris pour les ressources, parce que nous parlons de ressources, je rappelle que la Martinique fait partie des 24 points chauds de biodiversité de la planète. Donc, fait partie de la hotspots de la Caraïbe. C'est de la biosphère. Ça veut dire en plus, alors ça c'est par rapport au terrestre, mais en plus de cela, il y a des richesses qui sont océaniques. Cela veut dire qu'il faut prendre en considération ces éléments-là dans le développement du pays. Absolument. Et lorsqu'on n'a pas tous les leviers, eh bien, ce qui se passe, c'est ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas de levier, il n'y a pas de réelle responsabilité. Comment voulez-vous que les gens fassent autrement que de se réfugier derrière des fantômes? Et ceux qui sont archéologues, ils imposent leur vision. Voilà, oui. Pour eux, c'est important de ressusciter les Amérindiens. Derrière des fantômes. Les fantômes, ça veut dire... Là, on a vu, mais nos gens ne les vivent pas comme des fantômes. À un moment, on a même vu actuellement que des gens de chez nous ont pas un grand nombre, mais quand même ont adopté Arlorine quand même. Ça, c'est gravissime. Oui, mais ça, on leur fait. Non, ça veut dire qu'il y a une sorte... C'est ce qu'on appelle la démarche... On sent qu'on est ballotté. Voilà, la démarche politique d'être décérébré. Absolument, on n'a pas Et là, je vous dis, et je me bats pour cela, dans une écologie qui serait à la fois une écologie politique, lumineuse, normalement, les stratégies d'aménagement et de développement devraient se baser sur nos ressources, avec comme premier principe que nos compétences locales soient en poste pour gérer ces ressources. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de pseudo-écologie politique de l'État qui fait croire qu'on protège tout à travers des lois définies à Paris, mais que finalement, quand on regarde la télé, les gens qui parlent de toutes sortes de choses qui aient un rapport à l'environnement, ce ne sont pas des gens que nous formons à l'université. Non, et puis en plus, Où est les conséquences? Où est les conséquences? Quand j'ai dit qu'on est dans un brouhaha, c'est ça que ça veut dire. C'est important que vous écoutiez attentivement parce que, franchement, j'ai l'impression qu'on est, vous voyez, là, comme ces espèces de petits machins légers, là, emportés par les flots, et que là vent pousse ces vagues-là, nous, Adam, quoi. On n'a pas d'ancrage. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? On n'a pas assez de force et de belles choses et de belles origines en Martinique pour nous ancrer et créer un projet. Vous êtes dans le sang sans arrêt. Vous croyez qu'aujourd'hui, les Amérindiens vont s'occuper de vous? Ils ont d'abord à s'occuper d'eux. Leurs ancêtres vont s'occuper d'eux parce qu'on n'a pas fini de les détruire. Donc, je ne sais pas quelle force ils vous donneront. Et puis, il y a à réparer le crime des Amérindiens. Donc, mettez-vous là à réfléchir très sérieusement. Qui m'en est nègre et puis Amérindien? Qui mettaient ensemble, puisque les autres qui ressuscité yo. Et pour yo, j'ai dit ça aussi aux Indiens de l'Inde, ce que vous appelez coulis là, aussi de se mettre ensemble. Je ne comprends pas. Chacun fait sa petite destinée individualiste et puis etc. Non, mettez-vous ensemble. À la Réunion, les Indiens se mêlent, ont demandé les engagés, ont demandé réparation à l'État français. Et pourquoi on n'y mettrait pas ici? Ici, les Indiens sont en train de s'élever comme une espèce d'engeance, une bourgeoisie qu'on instrumentalise pour faire de l'exotisme et ils ne se rendent même pas compte qu'on est en train de les expulser de leur société. Ça fait 170 ans qu'ils sont là. Ils pourraient dire, oui, nous on veut aussi développer. Là, maintenant, on a un regard, un yeux sur l'Inde et puis un yeux sur l'exotisme. Je veux dire, c'est quoi? Il faut qu'on s'arrête un peu. C'est de l'écologie humaine, politique, biologique, démographique. Tout ce dont on vous parle là. Faites attention, parce que nous sommes responsables de ce que deviendra ce petit bout de terre que tout le monde nous convoite et qu'on vient nous prendre, avec à toute griffe dehors. Suzy, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ces réflexions? Moi, en vous écoutant par rapport à ce que vous dites, que ça soit le professeur Joseph ou toi-même,
C'est-à-dire que moi, le problème, il est crucial, quoi. À savoir, comme a dit Fanon, hein, qu'est-ce que tu as fait ou pas fait pour contribuer à l'épanouissement de ton peuple ou d'une communauté, d'une nation, que ce soit sur le plan, moi je rajoute, politique, économique et social. Quand on parle de tout ça, je pense que l'essentiel serait déjà que le Martiniquais, si on doit se limiter à notre île sans nombrilisme, mais qu'il soit au fait de cette situation économique. Parce que pour moi, l'enjeu est là. Ça change justement la situation dans laquelle on vit, comment les dérives sont faites par rapport à renouer avec cette nature, prendre en considération l'impact que la nature peut avoir justement sur l'économie et puis sur aussi le bien-être. Même si on entrave, par exemple, même si on entrave notre accès à l'espace, parce que nous sommes des entravés. Et chaque initiative qui est prise est récupérée ou alors cassée. Ben, on pourrait continuer à réfléchir sur des manières d'habiter cet espace autrement qu'à travers les champs de canne et les champs de bananes. C'est pour ça que pour moi, il est fondamental de pouvoir, faire comprendre à la population, ça va de l'adulte aux enfants, aux enseignants, à tous les corps de métier en tout cas, ou de faire comprendre que l'essentiel est que les gens soient conscients de l'impact et de l'importance de l'économie dans un pays. C'est quand on parle là, je pense à la Barbade qui est beaucoup plus petit que nous. Quand vous voyez leur PIB, je me dis et que, qu'on entend, excuse-moi de t'interrompre, Juliette, mais on entend trop souvent ici, Martinique pas n'y a rien, ou contrairement comme tu dis, certains sont en quête d'aller demander à l'UNESCO, vous reconnaître que comme quoi, en étant sachant que la population n'est pas au fait des choses parce qu'on les mêle dans une allusion totale d'émerger dans une consommation, dans des choses qui sont loin, justement des valeurs qui tournent autour de l'économie, de l'essentiellement, du fondement, non seulement de l'humanité, mais de son terroir, qui lui permet justement de rentrer dans un débat aussi profond et essentiel, qui est le système économique d'un pays. Donc moi je pense que ça passe par là. Ça passe par Comment faire les gens prendre conscience. Ça demande que les gens comprennent qu'ils sont des acteurs. Or, on nous a... Oui, il faut les impliquer. On nous a formatés pour être des consommateurs. Je réfléchissais sur l'importance des supermarchés, des hypermarchés qui deviennent de grands centres commerciaux. Et je me posais la question de savoir où était passée la population de notre pays. Parce que mais ils sont là, dans ces centres. Non, elles sont toutes notre population. Ils sont dans ces centres. Et donc, on creuse en sous-sol de plus en plus pour créer des parkings, parce qu'il n'y a plus de place où se garer, et la population, elle est dans les centres commerciaux. Elle est dedans. Mais en parallèle, tu as un professeur comme M. Joseph, tu as moi aussi en tant qu'enseignant, tout droit, avec le travail de sociologue que tu fais, où nos corps de métier, justement, doivent nous mettre en alerte pour pouvoir ramener cette population à l'essentiel d'eux-mêmes. On est empêché. Alors, sur les questions de... Moi, je voudrais réagir, parce que vous avez toutes les deux poser un cadre, à mon avis, qui est excellent. Et je suis très content dans cette émission, parce que je crois que le niveau est très élevé, parce qu'il y a de la pédagogie, parce qu'il y a de la transmission claire, mais il y a quelque chose, il y a un terme qui a été proposé, c'est le terme aménagement. Mais une écologie politique qui serait vraiment une écologie du devenir, d'une grande lumière, serait une écologie politique qui prendra en compte à la fois la dimension biologique de notre territoire, dans toute sa diversité. Donc quand je dis dimension biologique, c'est toute la ressource qui est liée. Les gens ont l'impression qu'il n'y a rien, mais ils se trompent. Mais ils se trompent parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a. Parce qu'on leur cache plein de choses, parce qu'ils ne sont pas éduqués à cela. Mais il y a un deuxième élément, c'est-à-dire que la connaissance de ces choses-là doivent être des axes dans l'urbanité comme dans la ruralité, en termes d'aménagement. Mais pour avoir conscience de ça, un étage supérieur, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire un travail sur la conscience, sur l'entendement, pour aménager cet entendement, pour quand on sort de ce qui a été créé depuis longtemps, c'est-à-dire l'addiction au plaisir simple, qui fait que
les identités sont surtout dans les choses qui ne sont pas nécessaires. Absolument. Hein? Donc, alors qu'il faudrait justement être comme les îles qui sont à côté, qui ont moins de et qui n'ont pas peur du mot indépendance. Non, ils ont moins de possibilités financières que ceux qui se drainent dans l'ancien. Mais ils ont une fierté qu'on n'a pas, qu'on a puis qu'est-ce qu'ils perdu. se Non développent seulement, à partir mais de leur ils ont conscience, de leur richesse. ils ont conscience de toutes les caractéristiques de leur territoire, Voilà. et ils ont les leviers pour essayer de valoriser ces choses-là. Parce que c'est la valorisation de ces choses-là à travers la science, à travers toute une série de disciplines, mais aussi de gestion qu'on arrive à créer, bien sûr, à fixer des emplois et à créer une société qui est harmonieuse. Donc il n'y aura pas d'écologie sans changement dans le système du système éducationnel. Oui, mais ce que j'entendais... L'écologie politique dépend de la situation politique dans laquelle se trouve le territoire considéré. Mais j'entendais des gens qui s'interrogent beaucoup sur l'échec de ce système en Afrique notamment, parce que nous avons le même. Hein. Et des personnes très au fait de la situation expliquaient que en fait c'est l'UNESCO qui établit les programmes scolaires. Et dans ces programmes-là, il n'est pas question que les pays, l'UNESCO, la France, enfin, il y a un cerveau qui, en direction de nos pays, de nos populations, ont une vision. D'ailleurs, tous nos hommes sont des littéraires du Grand Grec qui parlent très bien. Même notre Césaire était ça. C'est ça l'orientation. Comme sur le continent, ici, dans les pays de nègres, c'est ça. Même si vous avez ressuscité les Amérindiens. Voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose qu'on a dans des programmes, des formatages, des visions du monde qui sont développés que nous n'avons pas choisi et qui fait que nous n'avons défini aucune priorité. Mais quand vous disiez, il ne faut pas passer par... on est dans les choses simples, dans les plaisirs simples. D'addiction. Mais le livre Divertir pour dominer, le livre, je l'ai cité plusieurs fois et j'ai vu beaucoup de gens l'ont acheté. Divertir pour dominer, essayer de comprendre que vous êtes... J'entendais ce matin, oui, il y aura en dehors du tour d'Éole, il y a le tour cycliste, il y a d'autres grands événements, il y a courir, il y a raid, il y a machin. Et je me disais, parce que quand on fait des manifestations pour sensibiliser notre peuple, on se demande, mais où il est? Il est soit dans les centres commerciaux, et il y en a de plus en plus, puisque ceux-là qui ont les moyens ont décidé de tapisser la Martinique. Comme on carrelle un territoire, on carrelle la Martinique avec des centres commerciaux. Et il y a une chose qui est c'est aussi pour moi une écologie du vivant, une chose, quand vous sortez de ces espaces clos, tout est blanc, ce sont des images de publicité, tout est blanc. Le Martiniquais n'a aucune exigence de se voir projeté, même si on a des facettes un peu différentes, mais projeté à travers quelqu'un qui nous symboliserait. Il n'a pas et je ne comprends pas parce que j'ai vécu beaucoup en Europe ou ailleurs et je me dis, si vous faites ça à d'autres populations, non seulement ils boycottent, mais ils ne sont pas concernés, ils ne vont pas consommer. Mais quand vous restez dans ces grands centres, fermés avec comment on va dire ça, l'exposition à ce qu'on appelle des stimuli aussi violents qui viennent de l'extérieur, les Martiniquais sont persuadés que les Blancs sont les seuls sauveurs qu'ils auront sur la planète, parce que tout est fait pour qu'ils ne se départissent pas de cette vision qui les mène vers des choix et qui sont toujours des choix raciaux. Alors, je faisais ça en manière d'observation, mais si vous avez des petites choses à dire, sinon je vais passer, allez-y, parce que je vais passer un questionnement ma grille à exposer à monsieur professeur Jean-Joseph. Donc, allez-y, vas-y. Non, tu sais, par rapport à tout ce que tu dis là, moi j'entends bien, mais moi, ce que je n'oublie pas, c'est quand même nous sommes des résidus de ce système français, donc une colonie, et quand on voit à quoi la France est vouée,
on se dit, attends, il y a de quoi. D'accord? Il y a de quoi avoir un raisonnement, il y a de quoi avoir un questionnement sur soi-même et sur l'avenir de nous-mêmes. Elle est tombée à 10 points de moins en intelligence. Au-delà de cela, quand on parle d'écologie, regarde bien l'état des choses. Sur quels que soient les secteurs de métier en France, l'industrie, c'est où? Les petits métiers comme la couture, comme les agriculteurs, comme tu vois un peu ils dans quel état. Délocalisé. Ah ben oui, justement. Et puis aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il faut relocaliser. C'est pour ça que quand tu dis que le regard de la population doit être un peu plus pointilleux, moi, je m'ai dit que regard là que pour nous ni pour nous nier, c'est face à nous-mêmes. Et puis bien sûr, regard sur l'Occident, sur l'État français qui a chez Benoît dans situation là, qui fait que rien bokoyo pas qu'à fonctionner. Et que nous avons des éléments pour fonctionner. Donc, au regard là, il faut qu'il tourne vers nous. Mais en même temps, vous savez bien, les élites qu'il a... Attends, il y a des centres commerciaux dans des petits coins improbables. Tu te dis, attends, mais pourquoi ils ont mis ça là? Je ne comprends pas. Eh bien oui, le besoin. On construit 1, 2, 3 immeubles, et bien on va mettre un centre commercial là parce qu'il faut venir. Alors qu'on est tout à fait conscient, vu l'information qui passe, que tous ces produits sont des produits totalement néfastes pour la santé, qu'il faut arrêter dans ce truc effréné de consommation aveuglante pour enrichir l'autre, d'accord? Mais en plus, à partir de autant de dégâts, il n'y a pas que consommer. Le rapport de notre santé, de nous-mêmes. Il n'y a pas que consommer. Oui, il y a tout un imaginaire qui est déployé et qui est construit en même temps que l'orientation vers une consommation, même si elle n'est pas adaptée, on le sait, industrielle essentiellement. Mais il y a vraiment un travail, parce que, bon, j'ai beaucoup travaillé en psychologie sociale, et quand j'entre dans ces centres-là, je sens que le travail qui consiste à vraiment capter une sorte d'attention de la population, mais l'orienter aussi vers... C'est une sorte d'invasion de son être par cette... Et donc, il n'y a pas que consommer. Et les gens s'y sentent bien. Eh ben oui, parce que le travail est fait pour ça. Ils sont heureux dedans. Mais les valeurs de ta grand-mère, de ton grand-père, ça va prendre vous dites la même chose. Une plante, prendre quelque chose. Non, mais c'est une question de conscience. Lorsque la conscience... L'entendement a été détruit, a été transformé, a été modifié et encore modifié. Il faut savoir la chose suivante, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de métiers d'emploi vides dans ce pays, notamment dans tout ce qui concerne l'artisanat, etc. Mais il est de la responsabilité de chacun de se décider de faire quelque chose. Et ça, c'est très important. Lorsqu'une population est incapable de cette chose-là, ça veut dire qu'il y a un mouvement très profond de déstructuration. Puis je t'interromps. Ce qui fait que l'homme martiniquais, la femme martiniquaise se retrouve dans des structures organisées qu'on appelle les supermarchés. Parce que justement, il n'y a pas justement ce qu'on appelle l'émulation vers sa propre prise en responsabilité. Et je voudrais rappeler que nous avons, dans ce pays, on parle des polluants comme la molécule de chlordécone ou des glyphosate. Mais ça, c'est des éléments qui cachent un truc énorme. Il y a des centaines, 2 ou 3 centaines, voire plus, de molécules polluantes qui circulent dans l'écosystème martinique. Et les supermarchés sont les endroits où il y a énormément d'éléments polluants à travers tous les aliments qu'on achète. Donc il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas passer son temps à faire des manifestations devant à Fort-de-France pour la chlordécone et le glyphosate et après aller acheter des aliments au supermarché. Donc il y a comme Fano disait, une sorte de presque une schizophrénie de cette population. Elle est à divers moments de modalités de temps, elle est complètement déstructurée. Alors, donc voilà. Tu disais, je voulais simplement citer Césaire quand il vous dit qu'une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. C'est bien de ça qu'on parle. Oui, c'est bien. Il faut que les gens mais la question, c'est... Pour moi, c'est le travail qu'on a à faire, il est différent. Il ne suffit plus maintenant de dire aux gens qu'il y a des gens... Les gens ne saisissent pas. Alors, j'ai vécu une chose hier.
c'est toi qui concernait, qui mettait en jeu 3 personnes. J'ai eu une information, donc j'ai appelé la personne qui a été censée donner cette information à la première, et j'ai eu une version totalement différente. Et la deuxième, donc, me raconte des choses, et je demande à la troisième qui est impliquée de me donner des explications. Je vous jure, si vous n'avez pas la tête bien accrochée dans ce pays-là, il faut 10 minutes pour devenir fou. Non, comment tes cols sont à pied. Eh bien, j'ai dit cette Martinique-là, c'est vrai, je la connais pas. C'est pas le compère lapinisme, comme on nous dit là. Débrouillard. Non, c'est un système de pensée qui n'a plus aucun ancrage. Et ça, c'est dangereux. C'est terrifiant. De dire que sur quoi les gens, quel est leur axe pour se penser et pour agir. Je ne sais pas, j'ai du mal. Mais en tout cas, je veux dire que et puis, parler de chlordécone, je suis moi-même dans un conseil d'experts de chlordécone qui sont en train de nous dire que oui, il n'y a pas à chercher très loin. Le nègre porte en lui déjà le gène. Il est déjà une maladie en soi. Non, donc, non, elle parle des maladies. Il est déjà une maladie en soi. Donc, en fait, il est un facteur à risque. Donc, le chlordécone a aggravé le risque. Donc, ce n'est pas l'environnement. Donc, voilà l'écologie du vivant, enfin, l'écologie politique. C'est une écologie. Parce que je voudrais. C'est de l'écologie. Oui, absolument. Mais est-ce que je peux vous poser. Donc, pour qu'on reste un petit peu structuré. J'espère que vous nous suivez là parce qu'on est un peu parti dans... On n'est pas délirant, mais il y a tellement de choses à dire sur ce thème-là qu'il faut... Alors, ce que j'aurais aimé, professeur, c'est que vous expliquiez aux gens, puisque l'écologie est à toutes les sauces, c'est que vous leur expliquiez ce que ça veut dire. Après, on va décliner l'écologie du vivant. Quand on parle d'écologie, qu'est-ce qu'on dit exactement? Et pourquoi autant de gens s'accaparent ou s'emparent de cette sorte de... Je ne sais pas si c'est un concept, je ne sais pas ce que c'est. Dites-nous. L'écologie, oui, ça peut être un concept. Ça peut être aussi... en tous les cas, l'écologie est gargarisée par tout le monde. Ah oui, tout le monde. Mais souvent, c'est un sac vide de structure. Mais enfin, je voudrais vous dire les choses suivantes. Au départ, celui qui a créé ce terme, c'était juste parce qu'il avait compris qu'il y avait des relations particulières entre les êtres vivants et leur milieu et des relations à l'intérieur des communautés, des êtres vivants. Le monsieur algérien, là? Non, c'est pas un Algérien. Il y a beaucoup de gens. Il y a plusieurs personnes, parce que lui, il a beaucoup... Oui, ça c'est autre chose. Donc, mais là, ça veut dire que tout système où il y a des compartiments qui sont interreliés peut faire l'objet d'une approche écologique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sortant de l'aspect biologique, le système économique qui est compartimenté et les compartiments sont interreliés relève d'une certaine écologie. Le système social qui est aussi compartimenté et les compartiments échangent de l'information hiérarchisée relève aussi de l'écologie. Donc c'est une sorte d'équilibre. Voilà, donc c'est des relations. Mais le problème, c'est qu'il y a un principe fondamental de quel que soit... Alors on appelle ça écosystème. Même les entreprises, on dit l'écosystème d'entreprise. Oui. Mais il y a un principe. Quel que soit l'angle que l'on prend et les objets qui sont en jeu, qui sont en interaction, il y a un terme qui est aussi gargarisé, mais que personne ne sait définir. En tout cas, beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est la notion d'équilibre, comme vous dites, mais de résilience. C'est ça. Un système, un écosystème, quel qu'il soit, doit être résilient. Ça veut dire quoi, résilient? Capable d'amortir les chocs, les perturbations et continuer à exister. Et rebondir. Et continuer à exister. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi le principe, et ça, si on considère la Martinique, je vais venir comme un écosystème, puisqu'effectivement, il y a des systèmes sociaux, c'est un système très complexe. Il y a des systèmes sociaux qui sont hiérarchisés et très complexes, il y a des systèmes naturels qui sont hiérarchisés et très complexes, et entre tous ces systèmes, il y a de l'information qui circule, et tout ça, c'est complexe. Et ça doit tenir, parce que chaque élément doit se situer à son niveau d'équilibre. Et qui doit renvoyer le niveau d'équilibre est mesurable par la relation d'équilibre entre nature et société. Sauf qu'actuellement,
nous sommes dans ce qu'on appelle un écocide. Ah bon? Tout à fait. Un écocide, c'est-à-dire que la demande des populations par rapport à l'écosystème Martinique est bien plus importante que ce que l'écosystème peut fournir. Peut donner, c'est ça. Parce que notre indice de développement humain est équivalent à la France, est équivalent à l'Allemagne, À est celui équivalent d'un grand pays développé. Tout à fait. Ça veut dire que regardez le poids de l'importation et le poids, bien sûr, de l'exportation. On a tout compris. Naturellement, l'importation est extrêmement plus importante. Ça voudrait dire que nous sommes dans une situation de dépendance totale. Et c'est justement sur cette dépendance que c'est construit de façon très intelligente la structure mentale des populations. Voilà quel est le problème. Pour rester dans la dépendance par l'addiction des biens. Par l'addiction des biens. Mais est-ce que quand... non, mais je vais terminer en disant que ça aussi, c'est une forme, ça peut être approché par rapport, bien sûr, les grands principes de l'écologie humaine et politique. Oui, le problème, c'est que quand on crée chez les gens des habitudes, ils ne veulent pas y renoncer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une classe qui est entretenue, une classe sociale, qui est entretenue dans cette illusion dont tu parlais, et dans le posséder. Chez nous, l'identité, est dans l'avoir, il n'est pas dans l'être. Parce que... ça, c'est fantastique, hein, ça. Parce que professeur... C'est fantastique. Non, parce que... Il faut le répéter. Il faut le répéter, l'identité. Oui, non, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'on aime les plaisirs simples, etc. Mais on est beaucoup dans le paraître, parce qu'en fait, comme on nous empêche de nous ancrer et qu'on nous ressuscite nos morts régulièrement et on emprunte des identités, je ne sais pas, de pacotille, défuntes et de pacotille, eh bien, on n'a pas d'encre. Mais ce qu'il nous reste, et l'être humain, l'être humain est un animal redoutable. Il va chercher à se... J'avais pas fait. Je laisse terminer. Non, je voulais dire, cette histoire de rapport à la nature dont vous parlez, pour moi, c'est très important parce qu'en sociologie, vous apprenez que, je ne sais pas, à l'époque oui, je crois que c'était l'oncle de Durkheim. Le père du positivisme. Comment il s'appelle? Comte, Auguste Comte. Ouais. C'est lui qui dit que... Parce qu'avant, on est dans une société un peu prélogique, un peu qui mystifie tout, qui croit en Dieu. Et tout d'un coup, il décide qu'il faut casser avec ça. Et que la nature, lui, leur sera soumise. Qu'ils vont en faire... Donc, ils commencent à se mesurer à elle, à la défier et à orienter la nature en fonction de leurs besoins pour se prouver qu'ils avaient, parce qu'il y avait ce besoin de puissance. Mais est-ce que, justement, cette idéologie-là, elle n'a jamais quitté, elle s'est développée en parallèle avec le capitalisme. Oui. Donc, elle a façonné nos mentales. Les mentalités d'abord de ceux qui nous colonisent, et ceux qui nous colonisent ont besoin de notre... je ne sais pas, adhésion à ça. Pourquoi? Donc, nous avons créé des classes ici en Afrique, en Inde, des classes moyennes qui sont vraiment nos tombeaux, en quelque sorte. Oui, parce que... mais en plus, voilà encore un rapport très intéressant à ce qui est dit, et à mon avis, c'est très bien dit, c'est quand, d'un côté, il y a un effort énorme à travers les textes votés pour la protection de l'environnement. De l'autre côté, il y a un déploiement effréné du capitalisme. Ces deux éléments-là ne peuvent pas... Ils sont incompatibles. Tout à fait. Et quand nos dirigeants ici parlent de croissance, c'est un danger parce qu'on devrait être plutôt dans une histoire de décroissance. Décroissance au sens de ce que vous dites, pour arriver se réapproprier notre nature. Voilà, donc la notion d'équilibre à minima entre nature et société. C'est ça. Parce que, à l'échelle mondiale, je rappelle que même en Mésoamérique, mais aussi ailleurs, le fait qu'on a les populations de Mésoamérique qui étaient très développées. Le fait qu'on a trop utilisé la nature, ça a entraîné des écocides jusqu'à la disparition des sociétés. Et c'est ça, un système, quel qu'il soit, s'il n'est pas résilient,
il est voué à la disparition. C'est ce qu'on appelle le passage de la ligne des catastrophes. C'est-à-dire, tout est imprévu, imprévisible, rien n'est possible. Et c'est ça qui nous pense sur nos téléspectateurs comprennent que le système doit être résilient. Ça veut dire que quand il dépasse ce qui permet cet équilibre, eh bien, voilà, on va à la catastrophe. Pour qu'il soit résilient, il faut que nous ayons des leaders, enfin des gens qui pensent et qui comprennent aussi que le système capitaliste n'est pas compatible avec une écologie. Donc la résilience, c'est la capacité que nous aurions avec nos élites de revenir... Et nous-mêmes, bien sûr. Revenir, oui, nous prendre... Revenir à cet équilibre-là, mais ça demande qu'on fasse des sacrifices, que les habitudes qu'on a placées en nous nous permettent plus. Chacun veut son yacht, chacun veut son hélicoptère, chacun veut... Vous voyez, ce mode de consommation qui fait que notre bourgeoisie, et pas seulement, n'entend quoi de des signaux d'alarme qu'on tire, eh bien, c'est ça notre problème. Aujourd'hui, cette habitude de consommation, nous sommes vraiment passés des as dans cet art-là, cette habitude de consommation est notre problème parce que nous refusons de renoncer à ces formes de ce que nous identifions à du luxe ou à un positionnement. Un confort. Un luxe, un confort. Je regarde là en ce moment pour des histoires de maisons à vendre, etc. Il faut entendre les gens vous dire, mais ça c'est pas bon, ça c'est pas aux normes, ça c'est pas confort. Ça veut dire que tout ce qui fonctionnait, il faut l'enlever parce que ça part aux normes. Et c'est la société de consommation. Ça c'est l'écologie. Et quand vous allez dans les décharges, il n'y a plus de place pour mettre tout ce qui n'est pas aux normes, puisque ce qui pouvait servir n'est plus réutilisé. Enfin, je veux dire, rien ne nous empêche, au lieu de prendre des petits bouts d'écologie pour faire du discours je ne sais quoi, rien ne nous empêche. Je voulais préciser que les gens qui pensent qu'ils font de l'écologie par le discours, c'est pas de l'écologie. Beaucoup de gens sont des activistes de sujets écologiques, mais c'est pas de l'écologie. Ils sont écologistes, mais c'est pas de l'écologie. Pas de l'écologie au sens, je dirais, au sens de la compréhension de la complexité d'un système. Parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent sachent que dans cette complexité, il y a l'humain. Et il y a l'humain à travers ses perceptions, ses représentations et ses demandes au monde. Lorsque les demandes au monde se traduisent uniquement par le tour des yoles, par les matchs de foot, par, je sais pas moi, la bacchanal, je sais pas quoi, tout ce qui va se faire bientôt là, seulement, je dis pas qu'il faut pas s'amuser dans la vie, seulement, on a un problème. Parce qu'on ne montre pas les gens qui travaillent. Moi, il y a 2 jours, on était au Sénac avec 2 étudiants qui travaillent sur l'oursin et les éponges de mer, et qui sont des gens qui apportent des solutions à beaucoup de choses. Mais il faut qu'on apporte des solutions. Mais il faut qu'on sorte du discours. Et tout à l'heure, je parlerai du projet qu'on met en place pour la Martinique. Il faut qu'on sorte du discours, on va vers l'opérationnalité. Combien de personnes à l'échelle individuelle vont, même quand ils sont conscients de beaucoup de choses, vont à l'opérationnalité. Combien de personnes, il n'y en a pas beaucoup? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais non, la France ne donnera pas les moyens. Même système est là. Oui, il y a aussi, je suis d'accord, qu'il y a une pression pour ne pas changer. Mais je suis désolé, il y a beaucoup de petits métiers relevant de l'artisanat qui, à mon avis, devaient pouvoir se mettre en place. C'est ce que j'appelle les métiers vides. Et là, je suis d'accord, ça peut être aidé de façon très simple par toutes les collectivités territoriales, que ce soit la CTM ou les maires, ou les mairies, etc. Il y a plein de choses. Parce que moi, nous avions fait à un moment l'inventaire de ces métiers possibles. Il y en a énormément. Énormément. Et alors, tout ça est concentré effectivement dans les supermarchés, mais ça c'est vraiment des choses qui cachent la réalité du problème, c'est que nous sommes totalement dans une dépendance économique, une dépendance dans tous les aspects de notre réalité. Mais c'est ça, la question, pour mettre... Cécile, tu veux dire quelque chose? Je voulais simplement dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est à nous de faire l'effort, et mis à part à nous, enfin, à tout un chacun,
à savoir de comprendre que la grandeur de l'homme ne réside pas dans son avoir, mais dans son être. Dans son être, mais... Et pour moi, le fondement, il est là. C'est bien ça. Mais attendez, donc j'avais des questions. Qu'est-ce qu'on fait de tous les savoirs compilés sur nos régions? C'était une question à vous. Maintenant, vous venez de répondre de ces jeunes qui innovent, hein, puis qui sont dans la recherche, avec un professeur qui innove aussi, visiblement. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et j'ai une deuxième question. Comment analyser les rapports humains dans le contexte actuel écologique, enfin des conflits, par exemple, j'ai pris l'exemple de Kanaki, mais nous, on n'est pas en dehors de ça. Et dans quelle catégorie de biodiversité classez-vous les problèmes humains que rencontrent ces types de sociétés? Première question, répétez la première question. Parce qu'il y en a non, trois à la c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces savoirs? Alors, tout ça, alors vous savez, et c'était quand même une question, et je suis bien placé pour le savoir, c'est que vous savez, ici, il y a beaucoup de gens qui passent. Beaucoup de scientifiques qui passent. C'est ça. Il y a beaucoup de missions qui durent 6 mois. On vit en soleil. Mais des fois, ils travaillent sérieusement. Ils travaillent sérieusement, des fois. Et puis après, c'est classé. Il y a même des structures qui sont assez en place pendant longtemps. Et le plus souvent financées par les collectivités territoriales. Mais où sont les données? Alors qu'il faut bancariser les données. Je parle bancariser, c'est-à-dire il faut faire des bases de données qui servent dans tous les domaines, hein. Pas seulement les sciences dures, bon, j'aime pas trop ce terme, mais enfin dans toutes les sciences, que ça soit les sciences humaines, les sciences de l'homme, les sciences biologie, chimie, physique, etc. Dans toutes les sciences, on doit pouvoir avoir des bases de données pour aider, bien sûr, à la décision. Pas seulement à la décision des politiques, mais à la décision des entrepreneurs, qui etc. existe pour la France, qui existe. Oui. Et qui décide de fermer ces dossiers-là ou d'ouvrir ceux-là. Les Français sont des oppresseurs, ce ne sont pas des imbéciles. Hein, donc non, mais je veux dire, les banques de données... Ils savent très bien données... ce qu'ils font. Un pays normal doit avoir des données, à la fois de chez lui, mais d'ailleurs, pour pouvoir décider. Et c'est la raison pour laquelle je continue. Que nous mettons en place ce qu'on appelle l'Institut des écologies et de la biodiversité. Le but étant de résoudre ce problème dans tous les domaines qui relèvent des écologies. Et bien sûr, en plus, mais ça se passe une activité de recherche en permanence, et les données seront bancarisées et à disposition de tous les décideurs. Quand je parle de décideurs, pas seulement politiques, hein, tous les décideurs, tous les gens qui s'engagent dans une certaine à travers une identité consciemment perçue et assumée qui s'engage dans le développement du pays. Donc, quand on ne fait pas cela, quand vous allez à Sainte-Lucie, par exemple, parce qu'on travaille de temps en temps avec eux, ils savent exactement où se trouve telle plante, tel endroit exactement, tel, et c'est quelque part. Nous, on a des données au niveau de l'université, mais ces données-là on devrait aller plus loin que ces données-là soient à disposition de tout le monde. Notre espace n'est pas utilisé, et en plus, avec la politique touristique de la France, on apprend aux gens, on leur apprend j'ai même vu cette formule, soyez touriste dans votre propre... Soyez touriste dans votre pays. Donc les gens développent un rapport à leur espace qui n'est pas seulement superficiel, qui est consommatoire ou consumatoire, et qui fait qu'ils ne regardent pas le pays en tant que potentiel. Je vais préciser qu'il y a un problème aussi entre les... Et vous connaissez ça beaucoup parce que vous êtes universitaire, entre ce qui est produit du point de vue universitaire et ce qui est vulgarisé. Il y a un problème. Les données existent, mais... Non, mais la couche intermédiaire chez nous, je l'ai vu aussi pour mes recherches, n'existe pas. N'existe pas. Alors qu'en France... Si Suzy veut avoir des éléments d'écologie pour organiser ses formations artistiques, si Suzy ne connaît pas des gens comme moi ou comme d'autres personnes, elle est en difficulté d'information. On a toute difficulté. Donc voilà. Moi, dans mes livres, j'ai raconté un tas de choses qui pourraient servir aussi au développement, mais j'ai pas de couche intermédiaire. Je dis que c'est pas pour... On va essayer de... Allez plus vite, ok. Non, parce que je voudrais... Suzy, tu veux dire quelque chose? Non, je veux dire simplement... Il y avait une deuxième question. Non, il y en a trois. Et ça me ramène à dire que cette émission nous permet d'avoir un regard très profond sur nous-mêmes, quoi.
Au-delà de On est ce qu'ils ont tenté on de est faire. dans ce qu'on peut appeler vraiment l'identité. Ah oui. Puisque nos gens, visiblement, nous sommes en train là de dire, de questionner Absolument. ce qui fait fonction d'identité chez nous. Ouais. Mais en réalité, on se rend compte que ce sont des futilités. Et ce qui serait l'identité, on en est écarté, puisque l'identité serait d'être ancrée notamment dans son écologie, enfin dans une écologie de proximité et du vivant. Synthèse, quelque chose, comme disait Aristote, c'est le tout, ce n'est pas la somme des parties. Donc l'identité émerge de toutes les caractéristiques du territoire, bien sûr, mais nous, dans lequel l'humain se déploie. Donc on est plutôt des handicapés d'identité. Je posais la question de le contexte actuel. Bon, comment analyser les rapports humains? Je pense qu'on l'a fait un peu, mais j'aurais aimé, si vous voulez ajouter quelque chose, j'aurais aimé vous lire ce que j'ai entendu comme analyse sur Afrique Média et qui m'a interpellée, qui m'a fait, parce que c'est une émission de 5 heures, qui m'a fait, parce que j'avais pas noté non, j'avais pas noté, j'avais pas minuté, et donc j'ai dû me retaper tout ça, mais c'est toujours très riche avec eux. La question de l'écologie, en lien avec les mensonges qui sont servis au peuple à d'autres niveaux. Donc le mensonge est au centre et il analyse un récit fabriqué, donc il parle de l'écologie, est en train de normer les relations internationales, la conception de la vie sur Terre sur la base d'un récit unilatéral, d'un lobby, d'un groupe de financiers qu'on a couvert du manteau de la science et ce récit a été vulgarisé et imposé en un temps record. Ce n'est plus un récit, c'est une norme existentielle. Et Madame Kamala, vous savez, c'est la vice-présidente des États-Unis, a dit dans un reportage que, je cite, pour que la planète soit respirable, il faut diminuer la population mondiale. Elle l'a dit, mais d'autres l'ont dit. Oui, et sûr. Comme elle est vice-présidente de la plus grande puissance mondiale, on l'entend. Et c'est une personne comme nous. Hein? Et c'est une personne, c'est le mien. Hein? Alors, il lie la question écologique à la question démographique. Pour lui, c'est lié. Des gens assis dans leur bureau décrètent que pour que la planète soit respirable, il faut la dépeupler. Il voit, donc Brandakani voit un lien avec le coronavirus. On ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus accéder à des services publics. Votre vie était en danger sur la base d'un mensonge international qui nous a été imposé. La planète a été confinée. Cela veut dire que si on peut arrêter la vie une fois, on peut l'arrêter 10 fois, voire définitivement. Ceux qui dénoncent cette situation sont taxés de complotistes. Le monde est menacé à cause d'un mensonge élevé au niveau d'un système stratégique. La guerre du XXIe siècle est une guerre éminemment performationnelle. Terreur, bon, il parle de terreur informationnelle également. Sur cette base-là, effectivement, on nous a confinés et on a vu par les analyses ou les analystes qui nous ont expliqué ce qui s'était passé, qu'effectivement, il s'agissait d'un test. Mais là, on est dans de la haute écologie, professeur. Alors, on est bien dans l'écologie du vivant. Oui, mais on est surtout dans des pratiques innommables de domination au nom de l'écologie. C'est pas la même chose. C'est ça. Au nom de l'écologie. Alors ça s'appelle de la manipulation, de la désinformation, tout ce qu'on veut, mais c'est au nom de l'écologie. Parce que l'écologie, c'est la science des équilibres. Et là, nous ne sommes pas dans des équilibres. Mais c'est ce qu'il dénonce, qu'il y a une récupération. Et quand on dit, naturellement, c'est Bill Gates qui disait qu'effectivement, mais d'autres ont dit qu'il y a trop de personnes sur la planète, qu'il faut réduire. Beaucoup d'autres. Voilà, beaucoup d'autres. Mais il faudrait peut-être qu'on puisse nous dire clairement quelles sont véritablement les surfaces des continents.
lorsque la projection de Mercator de l'Afrique est tout à fait inexacte. Et l'Afrique est vide. L'Afrique est beaucoup plus grande que ça. Elle est vide. Non, mais c'est parce qu'elle est vide que je pense qu'ils considèrent que c'est leur zone d'expansion. Ah oui. Je rappelle aussi que si le nord de la planète est très développé, c'est parce que le nord de la planète n'a pas les moyens totalement de se développer au niveau de son développement, c'est qu'elle prélève quelque part pour compenser. C'est des choses tout à fait factuelles qu'on peut retrouver dans les productions. Donc ce qui est important, c'est qu'en réalité, oui, il y a, à mon avis, au nom de l'écologie, toute une série de mécanismes qui sont mis en place justement pour justifier des actions telles qu'a été l'histoire du Covid. L'imposition d'une autre vision du monde. Oui, la vision très claire. La vision très claire, c'est une vision, c'est l'aboutissement le plus lumineux, je dirais, du capitalisme. C'est de gérer les hommes comme on gère un objet, quoi. D'accepter ça et là qu'une population se densifie, d'accepter ça et là qu'une autre population soit réduite, exterminée, etc. C'est ça qui se joue là. Et c'est la raison pour laquelle on a intérêt à comprendre ces choses-là. Parce que si on ne se met pas en ordre de bataille pour entrer dans notre propre stratégie identitaire, on va être de toute façon éliminé. C'est ce que Césaire a parlé en parlant du génocide par substitution, qui est très actif. Mais c'est très important parce que il faut bien différencier ce qui est de l'écologie et ce qui se pratique au nom de l'écologie. Et beaucoup d'actions, y compris ce qui se fait, qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est au nom de la République française, mais c'est plutôt au nom des ressources écologiques. Non, c'est pour les ressources écologiques qui sont en Nouvelle-Calédonie et qui sont très importantes. Et pour les gens qui ne voient pas bien le lien, quand on les avertit des méfaits de ces fameux vaccins qui surgissent de nulle part et qu'on leur impose, une fois qu'ils sont habités par la peur, ils sont convaincus que c'est pour des raisons de santé publique qu'on leur impose. Le résultat est là. Si on lit, si on lit actuellement l'expertise après vaccination, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, mais il y en a qui ne croient pas, il y en a qui ne croient toujours pas. Qu'ils aient continué à se faire vacciner pour un virus dont la létalité est extrêmement faible et qui n'a jamais été très forte non plus, sauf pour les gens qui étaient déjà très fragilisés. Mais c'est pas vraiment, c'est pas d'autres virus qui ont fait des choses extraordinaires anciennement. Mais là, il est tombé à un niveau de dangerosité tellement faible que les gens qui veulent se vacciner vont se vacciner. Et là encore, on ne sait pas, il y a encore des débats. Parce que ça vient déjà. Oui, on recommence à se masquer. Non, ça c'est de la manipulation. Oui, mais il faut le dire aux gens. Et puis il y a aussi un trait. Alors c'est ça qui m'étonne beaucoup dans cette population, et c'est Bhutto, c'est le sentiment de peur qu'on a instillé dans cette population. Exactement. La moindre perturbation atmosphérique, tout le monde a peur. On dit qu'il y a une recrudescence de cas de Covid, tout le monde a peur, alors qu'on sait très bien que le virus est plus un virus est comment dirais-je, contagieux. Plus il est contagieux, moins il est létal. Alors le professeur Raoul pendant toute la expliqué, personne n'a compris, mais on a un problème, et le catastrophisme, c'est une norme extraordinaire pour faire plier les gens, pour qu'ils s'agenouillent, pour qu'ils ne prennent pas leur responsabilité parce qu'ils ont peur. Pourquoi ont-ils peur de la mort? Parce qu'on en a fait. Des justes, c'est-à-dire addicts au plaisir. C'est ce qu'on en a fait. Mais est-ce que vous voyez aussi, c'est une chose qui m'a beaucoup frappée, je pense que ça y a une dimension écologique dans ça, dans les autres radios,
Partout où vous allez dans le monde, vous écoutez en anglais, en allemand, en espagnol, en français. Et les heures, les créneaux qui sont utilisés par exemple, notre radio-télé mainstream, sont des créneaux de grande écoute, puisque nous sommes une population au chômage à 99%. Bon, bref. Eh bien, ces créneaux-là sont utilisés pour des émissions de deux natures. Et je me suis demandé, c'est vrai que quand on a envie de réfléchir à des phénomènes, on ne réfléchit pas ici parce que rien n'est proposé. Mais ce sont des émissions. Ce sont des émissions sur comment bien entrer dans le système, bien comprendre l'administration, faire ses devoirs. On ne donne pas de clés, mais on dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut voir le juge, il faut voir le machin, le médiateur, le contrôleur. Bref, ça c'est une chose. Et l'autre chose, ce sont des émissions médicales ou médicalisantes, ou je ne sais pas. Tout tourne autour de la maladie, des symptômes. Voilà, vous avez ci, vous avez ça. Et les gens appellent, ils sont accros. Ils ont déjà trouvé les symptômes chez eux. Ils ont déjà des maladies. C'est la fabrique de la peur. La fabrique de la peur. Parce que quand vous posiez la question, moi-même j'ai écrit un petit texte sur ça, la peur. Tous les gens m'ont dit, t'as pas peur? Tu parles? Mais donc, je demandais depuis quand parler devait susciter en nous ce sentiment-là que je trouve assez étrange. Que de l'État français, c'est ça? Oui, qu'on me trucide. Toujours. Mais l'idée, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de peuple. C'est ça une sorte d'écologie aussi dans la relation, dans la façon qu'on a d'instruire un peuple. Notre peuple ne reçoit pas, à part nous, nos petites télés marrons, ne reçoit pas de savoir dispensé par les médias qui touche véritablement à son cerveau, j'allais dire le cerveau qui réfléchit. On lui dit qu'il est malade tout le temps. On lui dit qu'il faut voir les spécialistes et on lui dit aussi le système, si tu n'as pas fait ça, tu seras puni. Si tu n'as pas donné la version, la pension alimentaire, on va te prendre l'enfant. Voilà. Et on est dans cette relation. Tout ce qui est dit relève de la possibilité d'une approche de l'écologie humaine. Hein. Oui, c'est ça que j'ai pour ça que humaine et politique. Hein. Mais j'ai parlé d'une écologie du vivant. Oui, du vivant, oui. Donc, plus largement, oui. Que si c'est le vivant. Mais humaine, on va spécifier. Puisque le vivant, c'est non, mais on peut. Si on met le vivant, on met l'homme avec un grand V, avec toutes ses activités annexes, on peut. C'est une sens du vivant. Mais le plus souvent, pour bien comprendre, ce qui a été dit, c'est à la fois une écologie humaine. Oui. Alors, on peut l'analyser à travers les principes de l'écologie humaine. Ça peut être analysé à travers les principes de l'écologie politique, mais aussi l'écologie politique intègre à la fois l'écologie économique, humaine, etc. et biologique. Non, en fait, ce qui est... Et on n'a pas ces peurs-là pour dire on fait plus d'enfants, on va disparaître. Absolument. Personne n'a l'air de s'inquiéter. Alors qu'on va vous dire, vous avez un malcadie par là, un symptôme. Eh bien, tout le monde... D'ailleurs, on n'a jamais vu ça. Il n'y a jamais de place dans les labos, chez les médecins, dans les trucs. Ils sont remplis matin, midi et soir par des gens. Alors, ils n'ont pas seulement des maladies, ils ont aussi des maladies. Mais ces maladies sont tellement liées aussi à la crainte qu'ils ont d'être malades que vraiment, on a une société, enfin, je ne suis pas dans l'idée que oui, notre société, comme l'a dit le docteur, le psychiatre André, comment il s'appelle ça? Il a deux prénoms aussi. Je suis dans quelque chose qui interroge, et cette société-là est tellement, elle dépasse tellement les scientifiques que nous sommes, ou j'espère qu'on l'est, que... Oui, nous le sommes. Non, mais nous avons à créer d'autres, je sais pas, moi, je sens que tout ce que j'ai fait dans ma thèse, par exemple, je sens que ça n'est plus d'actualité, parce que... Trouver comment le porter, ça. Non, mais ça ne correspond pas à notre réalité, je le sens bien. Mais c'est pourquoi moi je parle des écologies, parce que justement, ces approches-là
à part l'écologie, il nous faut inventer à part autre l'écologie biologique, que je connais bien, transmettre. et les autres aussi, ces approches-là ne sont pas très développées. Et c'est la raison pour laquelle je m'y tiens beaucoup à nommer l'Institut des écologies, où il y a toutes les approches, parce que l'homme ne vit pas seulement dans l'environnement, il vit dans l'environnement, mais il a des demandes au monde, il a des perceptions et il vit de l'environnement. Il vit de l'environnement, il échange avec les autres. La globalité. C'est un homme économique, c'est un homme, c'est un animal politique, économique. En tout cas, c'est un être qui est finalement. Il est interconnecté tout le temps. Une sorte de matrice, on appelle ça une sorte d'égrégore, finalement, où il y a tout cela. Donc, il est finalement l'expression de tout cela. Donc, on ne peut pas approcher les rapports entre l'Homo sapiens et son environnement uniquement par l'écologie biologique, mais par toutes les écologies. Par toutes les écologies. Qu'est-ce que tu penses de l'individualisme dans un tel schéma? Le fait que nous soyons versés dans des formes d'individualisme forcené, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais l'impact que ça a sur... Tout à fait, mais là, ça revient à tout ce qu'on disait au début, c'est que le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et moi, je reviens, on va dire que je rabâche, mais n'oubliez pas que nous sommes une colonie, quoi. Que l'image reste encore façonnée avec des principes qui ne sont pas du tout adaptés à nous, avec un modèle qui ne nous correspond à rien, ni sur le plan économique, ni sur le plan naturel, à aucun niveau. Et moi, je dis que c'est à nous d'être conscients de ça et d'avoir un regard objectif, conscient, réaliste, pour savoir comment on peut nous amener à nous-mêmes, à pouvoir vivre avec notre terroir et puis répondre aux besoins et de tout ça qu'il y a à faire. Oui, sauf qu'on est sous emprise et que dire aux gens... Ouais, mais il faut arrêter l'emprise. Attends, t'as vu un peu dans quel état se trouve ce pays en question dont on parle. Là, il est question de nous renaître, de nous refaire. Non, l'emprise en psychologie sociale notamment est un phénomène tellement puissant que c'est presque une forme, comment on dit ça, hypnotisme. La réalité est tellement... Et puis on est dans un champ panopticum. C'est-à-dire qu'on est surveillé, on est canalisé tout le temps parce que dès qu'il y en a un qui fait comme ça, d'ailleurs... Et puis, il y a un processus individuel d'acceptation. Non, mais ça fait partie du jeu. Le plaisir... Non, le plaisir... Je vous ai dit tout à l'heure, quand les gens sont dans quand ils sont dans les centres commerciaux, ils sont bien. Ils sont contents. On sent qu'ils sont heureux parce que le système ne nous propose rien qui ne joue sur le sentiment du plaisir, la notion de plaisir. Du système, excuse-moi de t'interrompre, Juliette, au-delà du système qu'on remet en cause, que moi-même je remets en cause aussi, mais le regard de nous-mêmes face à nous-mêmes. Il se construit, oui, il se construit, mais je te dis, face à cette réalité où nous sommes là plongés en plein... T'as vu ce qui se passe en Kanaki? Il faut qu'on attende quoi? Pouvoir réagir au plus pour dire que l'heure a sonné là. Oui. C'est à nous maintenant de construire, de faire comment on peut amener nos jeunes à l'économie. Il parlait tout à l'heure, Philippe, par rapport au corps de métier, aux propositions qu'on peut faire dans la réalité de ce qui nous entoure. Je crois que c'est simplement ça. Mais si ta population n'achète pas ce que tu as produit, tu vois, il faut y aller par la propagande. Quand le professeur... Donc, marteler. Quand le professeur Joseph nous dit que il y a une convergence d'un tas de formes. Dans l'écologie, qui sera un gros noyau, il y a en fait une convergence d'un tas d'autres ramifications qui sont des formes d'écologie, de l'écologie aussi. Mais ce que nous ne concevons pas chez nous et qui m'embête un peu, c'est que nous avons le sentiment que l'être humain a un libre arbitre total. Et c'est faux. Dans les sciences humaines, non, c'est faux. Dans les sciences humaines, ce qu'on apprend, c'est qu'on aurait peut-être, on est d'abord surdéterminé par un tas le conditionnement, la socialisation quand on est, mais on est surdéterminé aussi par un tas d'autres épiphénomènes qui viennent, ne serait-ce que sur la position qu'on occupe dans la société. Absolument. Si le voisin a un bateau et que moi j'ai pas un bateau, il est malade. C'est chez moi, tous les gens sont venus me dire, mais il te
te faut une piscine. J'ai dit, mais chez moi, là, je vois la mer, je fais une piscine, pourquoi? Ben, tout le monde a une piscine dans le lotissement. Tout le monde. Et je dis, mais pourquoi faire? Eh bien, du coup, je suis déclassée parce que j'ai pas accepté d'avoir une piscine là où tout le monde considère que c'est un code, à la limite, de société, de reconnaissance, de connexion d'une classe sociale qui partage les mêmes valeurs. Moi, je suis, voilà, une espèce de, oui, comme dans beaucoup de choses, une espèce de... Mais voilà, donc ça, c'est important qu'on comprenne qu'on n'est pas, on est surdéterminé par des choses qu'on refuse de remettre en question parce que ça nous procure du plaisir et une position sociale, mais la notion de plaisir, c'est cela qui nous empêche, ou qui empêche beaucoup de gens de voir la souffrance que cela cache. Et quand j'ai fait tout ce travail sur les cheveux, un jour, je montrerai aux gens ce que j'ai recueilli comme enfin, des gens qui m'écrivent. Des gens qui m'écrivent. Oui. J'ai dit, mais jamais, 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 on n'aurait soupçonné que derrière le défrisage et le caractère pimpant, tout ça là, que les gens, leur manière de montrer qu'elles sont super, des femmes du monde moderne, jamais, jamais, on aurait deviné, supposé même, qu'il y avait de telles souffrances, que des gens décrivent. Donc, une fois qu'on est sorti de l'idée du plaisir, qui n'est que une espèce de paravent, eh bien, on va toucher au cœur, c'est-à-dire ce que la personne cache, ce masque. Et c'est cette souffrance qui sort parce que, par exemple, ce livre-là, que j'ai appelé Peau noire, cheveux crépus, enfin qu'on a appelé, parce que c'est pas mon titre à moi, et a fait exploser tout d'un coup un tas de carcasses qui étaient destinées à protéger les souffrances. Parce que c'est pas bon de souffrir. On a peur de souffrir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour conclure, puisqu'on est au vert sur l'écologie? Moi, je vous demandais dans quelle catégorie de biodiversité classez-vous nos problèmes, parce que dans le type de société que nous sommes. En tous les cas, si on considère ce qui se passe à l'échelle planétaire, on est dans une grande richesse, mais cette biodiversité est sujette à érosion à cause des activités humaines. Des activités humaines à cause de l'aménagement qui est surdimensionné. Et ça, c'est très grave. Mais on n'a pas une biodiversité, nous, raciale ou ethnique, tout ce que vous voulez, qu'on pourrait utiliser aussi. Mais oui, mais de toute façon, la biodiversité des communautés qui ont fait, des peuples qui ont fait ce pays, elle est extraordinaire. Absolument. Parce qu'elle se traduit dans une diversité culturelle qui est, à mon avis, fantastique, qu'il faut utiliser. Mais pour l'instant... Elle n'est pas exploitée. Elle n'est pas exploitée, mais elle est là quand même. Et je suis rassuré quand même. Non, elle est là. Elle est là. Je suis rassuré quand même parce que dans toute cette manipulation où les gens sont addicts à toutes sortes de choses et qu'ils sont dévoyés par rapport à leur propre identité réelle, il y a de temps en temps un petit volcanisme. Il y a quelque chose. Les cultures ne rigolent pas. Hein. Il y a quelque chose qui est là, qui se réveille de temps en temps. Oui. Et c'est cette douleur dont vous parlez à l'instant, c'est qu'il y a quelque chose, mais il faut travailler ça, je pense. Ben oui. Je crois que on a de la chance d'être dans un pays de confluence, de confluence de diversité hors des humains, de confluence de diversité humaine, et s'entraîner, bien sûr, un syncrétisme culturel extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, pour l'avenir, mettre en exergue. Et moi, je crois que à une évolution qui sera différente de celle qu'on a maintenant. Je crois à cela. Alors, ces petites explosions-là, elles viennent souvent quand le dominant dépasse un peu les limites du supportable. Oui, mais il va le dépasser. Il va le dépasser parce que ce dominant est en difficulté. Oui. Il est dans une Europe qui est en train de se... Il est dans une Europe qui est en train de se craqueler, etc. Dis-nous ton petit mot de fin. Oui, mon petit mot de fin, c'est que, comme je vais dire, qu'est-ce que nous faisons, tout un chacun, qui soit impliqué sur ces questions très importantes qui sont pour moi fondamentales pour notre avenir.
pour l'avenir du pays. Et il faut que les gens acceptent d'aller se former pour réfléchir autrement. Avoir un autre regard aussi sur nous-mêmes, sur le pays, sur toutes les ressources que nous avons là. Et des idées, le système d'idées qu'on a. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas bougé d'un iota. Et l'impression que les idées ne bougent pas, c'est très physique et très, très surprenant. Chers amis, voilà, on va vous laisser. Je voulais vous rappeler que le 14 juillet, donc c'est bientôt, il y aura sur le continent de nos origines très largement, et on peut avoir nos origines de fait ou par adoption, puisque la culture, c'est elle qui nous nourrit, et elle est du continent essentiellement. Il y aura une journée des ancêtres. Il y a des gens de chez nous qui y vont. Ça se passe à Yaoundé, au Cameroun, ou à Douala, je ne sais plus. Renseignez-vous, avec de grands professeurs, des gens vraiment d'une intelligence extraordinaire et d'un désir de sortir leur continent des griffes de l'Occident, qui est en train effectivement de s'effondrer, mais qui est comme un dragon, on lui coupe une tête et il y en a 1000 qui repoussent. Faites bien attention à cette journée-là. Elle est importante spirituellement. Faites bien attention. Suivez-la. Allez voir suivez For You Media, vous suivez Afrique Media, d'autres chaînes de médias du continent qui vous parlent de ce qui se passe et qui est important. Et cette journée-là, elle est faite pour toute la diaspora, tout le peuple du continent. Une journée où les ancêtres seront, comment on va dire ça ? Honorés, et où ils auront à, justement, vous aider à mettre les cellules de vos têtes en place. Celles qu'on a déplacées et avec lesquelles on joue arbitrairement. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On est parfois un peu sévère, mais c'est parce qu'on vous aime beaucoup, passionnément, comme dirait Imanié. Et puis on vous dit... de toute façon, on va continuer, hein, docteur, bien sûr. Professeur, sur ça. Et toi aussi. Aussi, avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Avec plaisir. Donc on se dit à bientôt. Et puis si vous êtes en vacances, passez de bons moments, mais n'oubliez pas, formez-vous. Vous êtes toujours à brasser les mêmes idées, là. C'est au bout d'un moment, vous n'avancez ni devant ni derrière, ou quoi, ni reculez. Informez-vous, mais il y a aussi plein de formations qui vous sont proposées. Suivez-les. Et puis merci à Zouk TV ce coup-ci. Merci à ceux qui nous suivent et qui nous disent des choses intéressantes. Merci. À bientôt.